Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Bampel, je travaille chez Criteo depuis 1 an et demi à peu près. Avant j'étais dans une boîte qui faisait du trading low latency, donc on a été confronté à des problématiques où le GC nous embêtait fortement, donc on avait besoin de diminuer les temps de pause des GC, et donc c'est naturellement que je me suis tourné vers des GC qui vraiment diminuaient le temps de pause au maximum. Donc, on a mis en place la JVM de Azul avec l'algorithme C4. Et maintenant, il y a d'autres types de GC qui sont dans ce scope-là. Et on va essayer de les voir tous en détail, voir comment ça fonctionne concrètement. Donc, je vais présenter une technique qui est commune aux trois algorithmes dans la première partie. Je considère que vous connaissez déjà comment un GC fonctionne de base, dans la version simplifiée, dans le sens où on stoppe tous les threads de l'application, on fait le travail de marking, de sweep et de compact, tout ça sous pause, et après on redémarre tous les threads et on a récupéré la mémoire. Donc ça, je ne vais pas revenir dans ces détails-là. Je vais aller au-delà. Et après, on attaquera les algorithmes. Donc Shenandoah de Red Hat, qui est un open source, qui a été commencé en 2013. Donc l'algorithme C4 de Azul, qui a été le premier sur le marché, que je connais plus en détail. Donc ça sera une grosse partie, parce que je le connais un peu plus en détail pour avoir expérimenté. Donc il sera une grosse partie sur C4. Et surtout parce qu'il est très particulier. ZGC, donc lui, ça sera une petite partie parce qu'on verra qu'il a en commun beaucoup de choses avec un des deux autres algorithmes. Et enfin, comment choisir du coup le bon algorithme, parce qu'on en a trois, comment arriver à bien choisir parmi les trois. Basique, juste pour un petit rappel pour les terminologies, on a les générations sur la JVM, la Young Generation et la Old Generation. La Young Generation, plus particulièrement, la partie hidden, c'est là où sont créés les objets. Quand il y a un minor GC, les objets survivants sont copiés dans les espaces survivants, Survivor Space, et au bout de certains tours de Survivor, ils passent dans la All Generation ou T-Nerd, quand ils sont gardés en vie pendant un très longtemps, et une partie non-heap où on a le metaspace pour les metadata des classes, et pour la partie compress class space, on s'en fout, c'est pas important ici. Là, je vais vous parler d'une technique de concurrent marking. Donc, ça permet de marquer les objets en concurrence. Cette technique-là, elle est commune aux trois algorithmes qu'on va voir. Donc, on va le voir ici. Alors, cet algorithme n'est pas nouveau, hein. Il est déjà utilisé dans les GC tels que CMS ou J1. Donc, c'est les anciens algorithmes qu'on trouve sur la JVM. Mais il est commun à tous les autres GC low latency. Donc, on essaie de marquer en fait, l'ensemble du graphe en même temps que l'application. Concurrentement, donc on essaie de réduire la pause en disant toute la phase de marking on va la passer pendant que l'application est aussi en train de modifier le graphe d'objets, hein, de faire des allocations ou de déréférencer, ne plus référencer certains objets. Déjà c'est quelque chose d'un peu compliqué. Cet algorithme est basé sur l'abstraction qu'on appelle tricolor. On va regarder, on l'explique en détail tout de suite. Donc on a un graphe d'objets, voilà, qui est relié comme ça. Et maintenant, on veut essayer de marquer ces objets pour dire, voilà, on a le premier objet tout en haut à gauche, qui est notre racine d'objet. C'est celui qui est le GC root, ce qu'on appelle, la racine des objets. C'est par exemple une variable statique. Et on va marquer les objets en partant de ici, en suivant les références. Et à chaque fois qu'on on arrive à un objet et qu'on le marque, on va le passer dans une couleur gris. Au début, ils sont tous blancs. Il y a trois couleurs, blanc, gris et noir. Et une fois qu'on a passé tout, il passe à noir. Donc au début, on le marque, on passe à gris, et à partir de cet objet-là, on va passer tous ces fils, en quelque sorte, donc tous les objets qui ont référence. Donc on va marquer l'objet qui référence ici, en gris, et une fois qu'on a marqué tous ces fils, on va le passer en noir, comme ça. D'accord ? Et ensuite, on prend tous les objets qui sont gris, et on va faire tous leurs fils. Donc celui-là, on va passer les fils ici, en gris, ainsi que celui-là, pardon. Et une fois qu'on a fini tous ces fils, donc on va le marquer en noir.
Et on va prendre tous ces fils-là et on va aussi les passer les autres références. Bon, là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de fils à ces trois objets, donc ils passent en noir. Et cet objet-là est en blanc, ça veut dire que c'est du garbage. Tous les autres sont référencés, et on va les garder en mémoire, mais celui-là, c'est du garbage. Il n'y avait plus d'objet qui référençait celui-là. Par contre, lui, il peut référencer un objet existant, mais ça reste que lui, personne ne le référence, donc c'est du garbage. On va le libérer. Le problème avec ça, donc ça marche bien quand on a arrêté tous les threads et qu'on est tranquille, il n'y a aucune concurrence avec les autres threads de l'application. Le problème, c'est quand on est en concurrence avec l'application, comment ça va se passer? Première problématique, les nouvelles allocations. Comment est-ce qu'on va les gérer? Donc là, il y a deux manières de faire. Soit on dit, on va marquer automatiquement l'objet quand il est alloué. Ça veut dire, on va peut-être pas le libérer tout de suite. Enfin, en tout cas, au prochain cycle de GC, on va le prendre en compte, s'il faut le libérer ou pas. Mais je prends une stratégie de dire, je marque l'objet dès que je l'alloue, quand je suis dans une phase de concurrent marking. Donc ça, c'est une technique. L'autre possibilité, c'est de ne pas considérer les allocations dans le cycle courant du GC. Donc on est en train de faire concurrent marking. Toutes les allocations, elles sont faites dans un endroit, dans un espace avec des adresses qu'on connaît, et on dit, bah là, à partir de là, on ne va pas considérer tous les objets qui sont là-dedans dans le cycle de GC actuel. Quand on a donc un objet qu'on pourrait louper pendant le concurrent marking, parce qu'on peut modifier le graphe, on peut allouer des objets, enlever les références, etc. pendant le concurrent marking, l'algorithme que je vous ai présenté juste précédemment, là, avec les trois couleurs, a deux propriétés, en fait, pour dire qu'on a un objet qu'on a loupé. C'est qu'on est en train de référencer un objet à partir d'un objet noir vers un objet blanc, et on est en train d'enlever toutes les références d'un objet gris vers un objet blanc. En pratique, ça donne quoi? Donc si on est dans ce cas-là, trois objets, on est en plein concurrent marking, on en est à peu près ici, hein, bien sûr, parce que là on a fini, on a fait tous ces fils, on est au niveau de B, et on est en train d'exécuter au niveau de l'application ce code-là. Donc pour l'objet A, je vais référencer C, et pour l'objet B, je vais enlever la référence qui pointe vers C. D'accord? Donc en gros, je rajoute une référence vers C, et j'enlève la référence de B vers C. Donc là, je suis dans le cas où j'ai loupé l'objet, dans les propriétés que me donne l'algorithme, en disant, bah là, j'ai un référencement de noir vers blanc, et j'enlève un chemin de gris vers blanc. Donc là, si je suis en plein milieu de mon concurrent marking, ça veut dire que là, je ne vais pas pouvoir accéder à l'objet C, parce que celui-là, il est déjà fini. On ne va jamais y revenir. Et lui, il est en train, mais on lui a enlevé sa référence avant qu'il passe vers l'objet C. Donc on va considérer que cet objet-là, c'est du garbage, alors que c'est faux. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Oups. Donc comment est-ce qu'on résout? Il y a deux façons de faire. Soit on fait ce qu'on appelle un snapshot at the beginning, SATB, soit un incremental update. Donc on va décrire ici le SATB. Le incremental update, je vais le laisser pour un autre algorithme, un peu plus tard. Donc pour le SATB, on va injecter dans le code, avec le JIT, une pre-write barrière. Donc une barrière, c'est pas une barrière mémoire au sens Java Memory Model, mais c'est pour dire que avant de faire en fait une assignation ici, je veux m'assurer que je ne suis pas dans un cas qui correspond où je vais louper un objet à marquer. Donc le JIT va émettre une barrière avant l'assignation. Par exemple ici, on a l'objet X avec son champ on lui assigne l'objet Y. On lui rajoute une référence. Donc avant cette assignation de référence, on va injecter du code pour faire ça. Alors, la barrière, elle va être active seulement pendant le concurrent marking, hein, selon un état global. Et l'algo, enfin le bout de code correspond à peu près à ça. Si la vraie barrière est activée, si on est en concurrent marking, et que en fait le champ est différent de nul, donc il y a déjà une valeur en fait dans le champ au moment de l'assignation, alors on va mettre dans une queue le contenu de cette référence avant l'assignation. Donc ça va être fait à chaque fois qu'on fait une assignation. C'est-à-dire au moment de concurrent marking, et le JIT va émettre en fait pour chaque assignation ce code-là, en plus de votre code à vous. Donc par exemple, au niveau assembleur, ça représente ça à peu près. Hein, j'ai pris ça sur J1,
c'est la même chose, c'est le même principe hein, sur J1, ils ont exactement le même principe, snapshot at the beginning. Et donc avant l'assignation qui va se passer à peu près ici, vous avez tout cette code qui est rajouté, plus un call vers une autre sous-routine. Donc c'est quelque chose de conséquent. Donc on ne veut pas l'activer tout le temps, donc pour ça qu'il y a un test avant, pour dire est-ce qu'on est déjà dans ce mode-là ou pas, pour essayer d'éviter trop de surcoût, il y en a quand même un, mais trop de surcoût pour faire ça. Voilà, ça c'est les bases pour tous les algorithmes. On va se focaliser sur Shenandoah maintenant. Alors Shenandoah, donc Red Hat, il a été versé récemment dans l'OpenJDK 11 maintenant, donc il est disponible sur un build OpenJDK, donc vraiment OpenJDK open source, pas la version d'Oracle, parce que la version d'Oracle n'aura pas Shenandoah. Mais vous pouvez prendre aussi un build chez Red Hat pour le JDK 8, je pense que peut-être sur JDK 8. La plupart du temps, en général, on reste là-dessus, parce que passer au-dessus, c'est compliqué. Donc, si vous voulez tester Shenandoah, vous pouvez, mais il faut prendre un build OpenJDK 8 de chez Red Hat. Donc, il a été créé en 2013 à peu près, au début, et maintenant, il commence à avoir un bon niveau de maturité. On va y revenir. Donc, Shenandoah, faut savoir qu'il est beaucoup basé sur J1 au départ. Sauf qu'il n'est pas générationnel. Donc lui, il ne considère pas la division de faire young et old. Pour lui, c'est toute une génération. Même s'il a une option pour faire une collection partielle, il part du principe qu'il n'est pas générationnel. Alors, contrairement aux autres algos de GC classiques qu'on voit dans la JVM, il est region-based, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gros bloc de génération alloué, pas un gros bloc pour la young, un gros bloc pour la old generation. On a des régions qui font quelques mégas, qu'on va pouvoir, en fait, c'est des unités d'allocation plus petites qu'on va pouvoir réutiliser, libérer, etc. pour les allocations. Donc ça, c'est commun aussi à tous les autres GC. Dès qu'ils veulent faire un petit peu de manipulation un peu plus particulière, on passe sur le mode région. Alors, une particularité là de Shenandoah, c'est qu'il utilise une read barrière. Donc, comme on a vu un petit peu avec concurrent marking, il y a une pre-write barrière. Il y a ici une read barrière qu'on appelle un Brooks pointer. On va expliquer en détail plus tard ce que c'est qu'un Brooks pointer. Une notion importante pour les 3 GC qu'on va voir aujourd'hui, le self-healing. Alors, le self-healing, dans le cas de Shenandoah, en fait, même pour tous les autres, c'est une coopération entre les threads du GC et les threads applicatifs. Dans certains cas, on va demander aux threads applicatifs de mettre la main à la pâte pour aider le GC dans ce qu'il est en train de faire. Dans le cas de Shenandoah, c'est seulement pour la partie concurrent compaction. On va le voir où ça se situe dans les phases. Mais pour le reste, il n'utilise pas ce concept-là. Donc, comme j'ai dit, en fait, ce GC il est vraiment basé sur J1. Donc, c'est en fait une des personnes qui a travaillé sur J1 en fait, est maintenant travaille sur Shenandoah. Donc, il a vraiment repris tout le travail de J1 pour faire Shenandoah. Donc, en fait, c'est une version J1 avec de la concurrent compaction. C'est-à-dire qu'on va compacter en fait, certaines régions pour éviter la fragmentation. Donc, ça, c'est un principe qui est assez ancré en fait, dans tous les algos JVM de GC. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres environnements de type .NET, Go, où là, ils font plus gestion de free list, etc. Et du coup, il y a le plus de fragmentation. C'est un parti pris. Au niveau des phases de Shenandoah, donc, on commence par une phase de pause, certes faible, mais une pause. Donc, STW, c'est Stop the World. On considère que c'est une pause. On arrête tous les threads. L'initial marking. L'initial marking, ça va être de scanner les premières, trouver les routes en fait de mon graphe d'objets. Donc ça va être les variables statiques, les threads local, les handles GNI, genre de choses. Mais on ne va pas tout scanner le graphe. On va juste trouver les routes ici. On a besoin de faire une pause pour ça. Ensuite, phase de concurrent marking, donc comme on l'a vu. Là, il n'y a rien. Ensuite, final remark, là une pause. Encore une fois, on va arrêter les threads et on va essayer de rattraper tout ce qu'on a loupé. Donc là, vous avez vu, on a mis certaines références en queue. C'est là, en fait, où on va processer toute la queue de toutes les références pour rattraper en fait toutes les références qu'on aurait perdues, tous les objets qu'on aurait perdus au marking pendant la phase de concurrent marking. Si on a loupé une référence, mais en fait, le fait d'avoir la pre-write barrière qui a mis la référence dans la queue, là, au final remark, on va rattraper ça pour processer et rattraper le marking et pas louper d'objets qui auraient été
modifier. Une phase concurrente de cleanup, donc s'il y a des régions en fait, où il y a déjà que du garbage, que des objets qui sont considérés comme du garbage, là on peut déjà les récupérer. Concurrente cleanup, là c'est la version facile, on n'a pas d'objet à bouger, juste la région à récupérer pour une réallocation. Ensuite vient la phase de concurrent evacuation, où là c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir bouger des objets en même temps que d'autres threads applicatifs peuvent accéder à ces objets. Donc il va falloir résoudre le conflit entre j'essaie d'accéder à un objet qui est en train d'être déplacé ou qui a déjà été déplacé. On va le voir en détail. Ensuite, une phase de pause pour mettre à jour les références maintenant qu'on a bougé les objets. Donc il va falloir fixer toutes les références pour les nouvelles places des objets. Et donc là, c'est une phase initiale, pareil sur les routes, en pause, et ensuite il y a la phase concurrente, pour pas trop passer de temps dessus. Un rattrapage encore en stop the world, et enfin le concurrent cleanup pour virer toutes les régions qui seront maintenant libérées. Donc c'est à partir de là où on a récupéré des régions, on va pouvoir réallouer dedans. Donc il y a quelques phases. Je vais me réattarder un peu sur le concurrent marking pour le Shenandoah rapidement. Donc c'est du HTTP comme on l'a vu au préalable. Il y a deux phases de pause, donc Initial et Final Remark, comme je l'ai expliqué. On a cette Conditional Write Barrier pour rattraper les références qu'on aurait loupées, comme expliqué. Donc ça, on l'a vu. Et on va venir au dur de Shenandoah, c'est la concurrent evacuation. Comment est-ce qu'on va pouvoir bouger des objets alors que potentiellement, en fait, l'application peut accéder à ces objets qui sont en train d'être déplacés. Donc, dans un premier temps, on va construire un ensemble d'objets qu'on va considérer pour l'évacuation, donc comme G1, Garbage First. Là où il y a les régions où il y a le plus de garbage, on va commencer par ces régions-là. Donc on va évacuer les régions vers une autre. Et la concurrent evacuation va se faire en fait avec l'aide d'une read barrière, les Brooks Pointer, et de 4 write barrières. Donc en plus de ce qu'on a vu sur SATB où il y a une write barrière qui a été ajoutée dans le code, il y a encore 4 autres write barrières qui seront ajoutées pour des cas un peu exotiques, et une pour chaque accès en fait à des objets. Le Brooks Pointer. On va y expliquer juste après. Donc ces barrières, en fait, elles sont là pour garder un invariant, ce qu'on appelle le two-space invariant. Donc le two-space, en fait, c'est la région de destination où on va bouger les objets. Donc il y a une source et une destination quand on est en train d'évacuer les objets d'une région vers l'autre. Le two-space invariant, c'est dire au niveau de la région de destination, il faut que si un thread accède à cet objet qui a été évacué et qui veut écrire, il y a des choses qu'il faut faire en sorte... Si un thread veut écrire dans un objet, en fonction de là où il est, ça va pas être la même chose. S'il est dans la source, la région source, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on est en train de l'évacuer, on est en train de le copier. Donc on veut que en fait, toutes les écritures soient faites dans la région de destination. Donc si un thread veut écrire dans la région source, on va se dire non, là il va falloir faire quelque chose. Tu vas pas le faire dans la source, tu vas le faire que dans la destination. Comme ça, on évite trop de conflits. Donc le Brooks Pointer, qu'est-ce que c'est? Donc pour chaque objet, tous les objets en fait en Java, ils vont avoir un pointeur additionnel qu'on va rajouter avant cet objet. Donc, vous avez un objet classique en Java avec un header et après ses champs, son contenu. Et donc pour chaque objet, on va rajouter un pointeur supplémentaire juste avant le header qui va pointer sur lui-même, enfin, pointer sur l'objet en fait. D'accord? Pointer sur le début de l'objet. Pour chaque objet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on accède à cet objet, on va déréférencer ce pointeur. On va accéder à l'objet, on va prendre le pointeur et on va déréférencer pour accéder à l'objet. Ça veut dire qu'on a un overhead de mémoire, parce qu'on aura en gros 8 octets de plus pour chaque objet, mais aussi de throughput, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on accède à un objet, du coup, il va falloir qu'on déréférence à chaque fois. En pratique, en gros, pour accéder à un objet, en fait, on va déréférencer suivant ça. C'est-à-dire que là, on a l'adresse de l'objet, on va dire. Moins 0,8, en fait, c'est pour accéder au Brooks Pointer. Et en fait, on déréférence pour mettre la référence réelle dans le registre ici. Donc ça, c'est le JIT qui va émettre en fait cette barrière, cette façon d'accéder à l'objet pour chaque objet.
Dès qu'on va accéder à l'objet, paf, on va rajouter ce code-là. Donc, comment se passe la concurrent copy, la concurrent evacuation, hein, comment on va copier les objets dans un cas idéal où c'est que les GC threads qui s'occupent de ça, il n'y a pas de concurrence avec l'application. C'est le cas idéal. Donc, on a un objet qui est dans le from space, donc la région de source. On va le pousser dans la destination, ici, on va le copier. Donc, ça va être copié par un GC thread, donc il n'y a pas de concurrence avec l'application à ce moment-là. Lui, il va juste le copier et changer le box pointer ici pour le faire pointer vers ce nouvel objet. Ce qui fait que si une application, après coup, accède à l'objet, avec la read barrière, on va passer par le box pointer et accéder à l'objet. D'accord? J'ai perdu personne là? Ça commence à être compliqué là. Donc je la refais. Le GC thread, il est tout seul, il prend l'objet, il le copie et il met à jour le box pointer pour que chaque nouvel accès à cet objet, si on a l'application qui est en train de tourner, veut accéder à l'objet parce qu'elle a la référence vers l'ancienne destination, l'ancienne adresse, on va lui faire dire maintenant, t'inquiète, cet objet il est plus bon, il a été copié ici et voilà où ça se passe. Donc le fait qu'on déréférence à chaque fois le box pointer, ça nous permet d'être seamless en fait, dans la façon dont on accède à l'objet. On n'a plus de poser de questions, on fait juste le déréférencement de box pointer dans tous les cas, et on arrivera toujours sur le bon objet. Quand on a copié l'applicatif, il utilise le pointeur ou il utilise la référence là? Lui, il a une référence, il dit moi, si je veux accéder à cet objet, ça sera à cette adresse. Sauf qu'on lui a dit, ah non, on a copié l'objet déjà, mais on n'a pas mis à jour la référence encore. On a commencé par la copie et ensuite on met à jour la référence. Mais pendant ce temps-là, on utilise le box pointer parce que lui, à chaque fois qu'il accède à l'objet, il va passer par le box pointer, il déréférence au box pointer. Comme on lui a changé la destination, paf, il va accéder ici. J'ai une question pour le set, ça se passe comment? Alors, on y vient après. Ça, c'est le cas idéal. Okay. C'est le cas idéal où il n'y a pas de concurrence dans l'accès à l'objet. C'est d'abord le GC thread qui copie et après l'application arrive. La plupart du temps, c'est ça. Maintenant, on a concurrence avec l'application où on a des threads qui vont lire en fait l'objet, qui vont essayer d'accéder en même temps qu'on est en train de le copier. Comment ça va se passer? Donc on a des threads de l'application qui essaie d'accéder à l'objet. Et comme elles accèdent à l'objet, mais qu'on est dans une phase d'évacuation et qu'on est sur un from space, en fait, on va accéder à l'objet directement. Comme c'est une lecture, on n'a rien à faire, on ne modifie pas l'état, on ne modifie pas l'invariant dans ce qu'on avait dit, c'est-à-dire pas d'écriture dans la partie toSpace, on fait que de la lecture. Donc dans le from space, on est autorisé. On peut lire les données qui sont dans l'objet. Donc on va passer par le box pointer et accéder à l'objet. Là, ça se passe bien. Les threads, ils ne vont pas copier l'objet, quoi que ce soit. Ils font juste de la lecture, ok, ça se passe. Maintenant, les threads veulent écrire dans l'objet. C'est là où il y en a même deux qui veulent écrire dans l'objet. Donc là, ça commence à être compliqué. Là, dans ce cas-là, chaque thread va copier l'objet. Il va faire en fait l'évacuation lui-même. C'est pas le GC thread qui va faire l'évacuation. Là, c'est directement le thread applicatif qui va faire l'évacuation parce que là, il est dans un cas où je vais écrire, je suis dans le from space, c'est pas bon. Donc chaque thread, indépendamment, va copier l'objet à des adresses différentes. D'accord? Et ensuite, ils veulent mettre à jour en concurrence le box pointer pour pointer vers l'un des objets qu'ils ont copiés. Là, ce qui va se passer, on va utiliser une opération atomique pour mettre à jour le box pointer, un compare and swap, pour ceux qui connaissent. Il y en a un qui va failer, parce qu'il y en a un qui est passé avant l'autre, forcément. Donc celui qui n'a pas réussi à mettre à jour correctement son box pointer, en fait, il est annulé, et on va annuler la copie. On va dire, ok, maintenant, cette partie-là, c'est invalide. Je me suis trompé, ça ne se passe pas bien. Donc du coup, il va relire le box pointer, le déréférencer et accéder à l'objet que l'autre thread avait copié. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu dois écrire et accéder en même temps? C'est-à-dire que tu as un thread, il écrit, il accède. C'est vrai que tu vas me dire que normalement, tu n'as pas forcément la possibilité de gérer ça, mais... Un reader, il va lire ici, pas de souci. De toute façon, il va déréférencer le box pointer. Soit il va lire là, soit il va lire là. Mais comme on a juste copié,
en état, on est toujours le même. Non, dans deux emplacements différents. Pareil, ils veulent écrire dans cet objet-là, qui est dans le from, il n'a pas été encore copié. C'est si un autre thread arrive et veut écrire, bah lui, il va passer par le Brooks Pointer et écrire là. Tout va bien, on ne casse pas l'invariant. Oui. Est-ce que ça pose pas de problème, cette méthode, si la taille de l'objet est considérable, si on fait des copies à chaque fois? Alors, là, du coup, on entre dans une catégorie. Enfin, comment dire? De toute façon, ce qu'on veut, c'est de faire la compaction. Donc, de toute façon, quelle que soit la taille de l'objet, il y aura des modulations dans ce que je dis, mais plus tard, mais quelle que soit la taille de l'objet, on veut de toute façon compacter, donc les copier. On veut évacuer de toute façon les objets d'une région pour libérer cette région et allouer à nouveau. D'accord? Et du coup, le fait de copier dans une région, on va faire en sorte de compacter cette région. Enfin, ils vont tous être à la suite pour que ça soit très compact et qu'il n'y ait pas de fragmentation. On utilise la mémoire au mieux. Donc effectivement, en fonction de la taille de l'objet, ça peut être plus ou moins long. Mais là, comme on est en concurrence, l'application, elle tourne. Donc quelle que soit la taille de l'objet, en fait, on s'en fout parce qu'on n'est pas sous pause. Donc, globalement, bon, bah, c'est pas très grave. Et tu peux jouer avec l'interlock quand tu fais ça, l'interlock référence, des trucs comme ça, ou c'est interdit? C'est-à-dire Alors ça existe peut-être pas en Ah, Java, c'est Sharp. Quand tu Si, ça existe en Java. Si, ça existe en Java. Quand tu faire l'optimisation multithreadée, t'as l'interlock qui permet Oui, juste de switcher ouais, ouais. les références, des trucs comme Oui. ça. Et donc la question, c'est au niveau applicatif, est-ce qu'on peut utiliser, le CAS? Ça te permet d'éviter de copier, de switcher Oui, oui, sur tout à fait. référence, et Donc après, la dans question, l'interlock, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a droit d'utiliser dans l'application un interlock? est-ce que ça marche bien? Tout à fait. Ouais. Ok. D'autres questions sinon là-dessus, parce que c'est toujours un peu la partie dure. Oui. Qu'est-ce qui fait les critères pour évacuer une région? Alors, Voilà, c'est en fait au moment où on a fait tout le marking, on a calculé dans chaque région combien il y a d'objets vivants et donc aussi combien d'objets, enfin le pourcentage voilà, d'objets vivants et d'objets morts. Et en fonction du pourcentage, la région va être élue pour dire ok, je vais réclamer cette région parce qu'il y a peu d'objets dedans. Donc si je copie, j'évacue ces objets-là, je peux récupérer la région pour pas cher et la réutiliser pour la location. ce scan, il se fait avant même Après le marking, une fois qu'il a fait le marking, enfin pendant le marking, il calcule déjà par région, il met à jour les quantités d'objets vivants ou morts. Et après le marking, en fait, il calcule les régions qui seront éligibles en fait pour cette réclamation. Oui. Une question, t'as pas de mémoire fragmentée quand tu fais ça? Parce que beaucoup d'algorithmes, justement, c'est ce que tu disais, ils compactaient la mémoire pour éviter de fragmenter la mémoire. Oui. Et on sait que quand tu fais du multithreading, faudrait que, si je rentre dans les détails, vous me dites, le gros problème, en fait, c'est la transmission entre le processeur et la RAM. Et si tu as une mémoire fragmentée, tu risques De de faire faire, beaucoup de faire. d'allers-retours avec la Oui. RAM. Oui. Donc du coup, ce que tu risques de gagner avec ton low frequency, il y a des chances que tu le perdes si tu commences à faire de la multiplication de matrices bourrine. C'est juste une question. J'ai pas compris. Donc je reprends. Ouais. En multithreading, Ouais. le principal pattern de problème de performance, c'est les allers-retours entre le cache de ton processeur et la RAM. Si ta mémoire est fragmentée, tu vas faire beaucoup d'allers-retours entre le cache de ton processeur et la RAM. C'est pas forcément lié au multithreading. C'est pas forcément lié au multithreading. Bah, avec un seul thread, j'ai le problème déjà. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que du coup, entre les prémices en fait de ta question et là, je fais attends. Pour d'autres raisons, mais oui. Voilà. Et du Pour coup, du fault sharing. ce que je me demande en voyant ça, je me dis, ok, tu vas gagner du temps, on va dire, sur du low frequency, c'est-à-dire que tu vas pas arrêter ton application Ouais. pendant 10 secondes, Mmh. ce qui peut être sympa si tu fais du qu'on s'appelle de l'OS temps réel. Par contre, je me demande si le fait que ta mémoire soit bien fragmentée, tu perds pas. Parce que dans la doc du C#, moi je suis C#, excuse-moi. Ouais, pas de souci, je connais aussi. Sur le fait qu'ils compactent la mémoire pour éviter ce genre de problème. De temps en temps. Enfin, pour la partie Gen 2. Mais ils évitent de compacter trop parce que justement, de copier les objets, ça coûte du temps. Je suis pas expert. Mais alors,
En fait, les GC sur les JVM sont plutôt, ils orientent vraiment sur la faible fragmentation en faisant beaucoup de compaction. D'où l'évacuation des régions. Donc, ils essaient vraiment, ce qui n'est pas forcément vrai à cause des implémentations en .NET, à cause des pins d'objects par exemple. Il y a beaucoup de fragmentation et ils sont beaucoup en train de gérer les free lists plutôt que de faire la compaction. Et ils évitent autant que possible de faire la compaction. D'autres questions sur ça, oui? Peut-être je me suis trompé, mais là j'ai l'impression qu'on a, la JVM, elle sait allouer la mémoire. Oui. Puis le GC vient, le GC va, c'est-à-dire au lieu d'être un composant où on a changé la JVM à cause du GC. C'est comme si on change l'algorithme, la JVM va changer, c'est-à-dire parce que là il va dire à tout thread de lire le brook pointer. Oui, et lorsque tu veux s'il y a un accès concurrent, chaque thread user chaque thread JVM va copier, copier, prendre une copie et gérer un accès concurrent. Parler avec la GC lorsque tu nous as montré qu'il y a un self-healing où les GC, les threads, c'est comme si j'ai l'impression que si on change l'algorithme, là, la gestion des threads JVM change. Alors, côté applicatif, tu le vois pas. Je dis pas côté applicatif, c'est-à-dire je Enfin, vais si pas tu peux le voir, mais... et dire non, non c'est pas ça, c'est intransparent pour moi, je sais. Mais pour la JVM lui-même, le code, le source de la conception, le code du JVM, j'ai l'impression qu'il y a la couche GC qui est au-dessous. C'est un des sous-systèmes de la JVM. Ouais. Oui, un de ces systèmes, comme si on a changé, on change la couche supérieure à cause d'une couche inférieure ou. Je suis mal sûr. En fait, déjà dans la JVM, tu peux changer de type de GC. Déjà dans une JVM de base. Donc là, c'est un nouveau type de GC en plus. Oui, mais mon GC va dire ma JVM va dire à ces nouveaux threads, puisqu'on a l'algorithme chez Node.js, chaque thread, lorsqu'il veut accéder à un objet, il va lire le block pointer. Ouais, et ça se fait par le... C'est sous-jacent à l'application, c'est en dessous du bytecode si tu veux. D'accord ? Tu as un interpréteur qui peut déjà faire ce genre de choses, mais l'essentiel, ça va être par le JIT. Et le JIT, effectivement, le GC et le JIT marchent toujours ensemble. Pour qu'un GC fonctionne, il faut que le JIT soit aware, enfin, qu'il soit conscient que le GC existe et quels sont son type de là. Et donc, le GC va demander au JIT d'émettre des barrières pour être capable de gérer ces cas-là. Pour qu'au niveau de ton application Java, tu fasses la même chose que d'habitude. Voilà. Tu vois pas la différence en termes de code Java. Après, en termes d'exécution, c'est autre chose, mais en termes de code Java ne change rien. Je comprends ça, mais c'est-à-dire si c'est le JIT qui fait c'est-à-dire changer le bytecode généré en fonction du GC. Oui, il y a des choses en plus que le JIT va générer. Ce que je montrais dans les codes assembleurs que vous avez pu voir un petit peu avant, là, qui sont un peu abscons peut-être pour certains, mais voilà, c'est ce que émet le JIT en plus du code normal que ferait un JIT pour un algo GC plus basique. Donc s'il y a un GC qui n'utilise pas ces blocs pointers, c'est le JIT qui génère un bytecode de thread qui n'utilise pas ce bytecode. Ouais. D'autres questions ? Alors, donc on a parlé de Rapidos, enfin, là on a vu une read barrière, mais la vraie barrière en fait, qui nous permet en fait de conserver l'invariant qu'on a vu sur le toSpace. Voilà, à chaque fois qu'on va écrire en fait dans cet objet, cette barrière-là va déclencher l'évacuation des objets, et comme ce qu'on a décrit juste avant. Donc à chaque fois qu'on écrit dans l'objet, même pour une primitive, hein, si on change juste un int, ça va déclencher ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, après l'algo, c'est de dire, voilà, si on est en évacuation, et que l'objet est dans une région qui est éligible à la collection, et qu'on n'a pas encore copié l'objet, alors on fait l'évacuation. Donc ce type de write barrière là, voilà, ça c'est un exemple de code que va émettre le JIT. Donc en gros, ça je vous ai mis le pseudocode de ce qui se passe à chaque fois qu'on veut écrire dans l'objet et qu'on est en mode évacuation. Ça c'est ce qui est généré par le JIT pour pouvoir le gérer. C'est-à-dire faire les tests et appeler la méthode evacuateObject qui va faire la copie de l'objet selon le principe que je vous ai expliqué juste avant. D'accord ? Donc, vous avez, à chaque fois qu'on écrit dans un objet, il y a au moins ça qui est exécuté en plus. Vous écrivez
votre objet point, le champ qui est un entier, et vous lui assignez 42, il y aura ça au moins qui va être exécuté. Voire plus si on est en mode évacuation. Donc c'est plus long. Donc c'est un surcoût, c'est un overhead, c'est clair. Mais on le gagne sur la pause. Bon, après, il n'y a rien de magique. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que c'est pas effectivement magique, ça a un coût aussi. Voilà, il n'est pas gratuit. Il y a aussi des barrières exotiques. En fait, je vous ai dit qu'il y avait 4 barrières, ça c'en est une. Il y en a 3 autres. Donc quand on a un point ACMP, c'est le bytecode en fait. Pour on a des comparaisons de pointeurs, ce qui se fait rarement globalement en Java. Donc on compare deux instances. Là, il faudra faire une barrière aussi. Je ne l'explique pas en détail. Pour le CAS, le compare and swap, donc il y a une gestion particulière pour le CAS. Et quand on fait un clone d'objet aussi. Dans les cas extrêmes, en fait, pour cet algorithme, on a une mémoire qui va par rapport au cycle de GC qu'on a vu avec toutes les phases, la mémoire va être relâchée plutôt tardivement, c'est-à-dire plutôt vers la fin du GC. C'est-à-dire que si la région, après le marking, si la région est libre, c'est-à-dire déjà tout est garbage, bon, ça récupère facilement. Mais s'il y a des objets à évacuer, il va falloir attendre toute la fin de la phase de GC, y compris la mise à jour des références des objets, pour récupérer la région et réutiliser. Donc, si pendant ce temps-là, on alloue plus vite qu'on est capable de récupérer des régions, on se met dans une situation un petit peu embêtante. Voilà, donc je l'ai dit, ça, en fait, la récupération de mémoire se fait au niveau de du concurrent de cleanup. Donc, si l'allocation va plus vite que le GC, on a 3 modes de failure. Faire du pacing, c'est-à-dire qu'on va ralentir les allocations. Alors que le thread applicatif qui fait les allocations, il va être délayé jusqu'à 10 millisecondes. Donc on va insérer vraiment en gros un slip dans le code, dans le chemin en fait, d'allocation pour ralentir et qu'on puisse en récupérer de la mémoire. Soit on passe en mode dégénéré, où là on a commencé un cycle de GC, ça se passe pas bien, on va arriver out of memory, et là on se met en mode stop the world et on finit le cycle qu'on a vu avant. Soit on finit au full GC total, comme les GC classiques d'avant. Des questions sur Shenandoah avant de passer vos gros morceaux? Déjà, c'est déjà pas mal. Mais... Oui. Comment on fait des blocs atomiques? Alors, là, ça va vraiment dépasser du contexte de la présentation. Je vais bien t'expliquer, mais ça va prendre un peu plus de temps. D'autres questions sur Shenandoah? Alors, C4. Donc, quand je pense à C4 en général, je pense à l'explosif. Ça, c'est parce que j'ai un père militaire. C4, c'est l'algorithme, en fait, le premier algorithme qui a été mis sur le marché en fait, par Azul, commercial. Au début, ils ont mis en partie open source à un moment donné l'algorithme, mais depuis, il est propriétaire. Mais ils l'ont mis sur le marché pour x86 en 2011-2012. Moi, j'ai un peu sauté dessus à ce moment-là pour le tester parce qu'on avait besoin sur du low latency trading. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus d'expérience sur cet algorithme-là. Donc, c'est le premier sur le marché et il a aussi beaucoup plus d'expérience et pas mal de features intéressantes. Surtout que l'algorithme est vraiment différent de ceux des autres. Alors, C4, c'est pour Continuously Concurrent Compacting Collector. Les 4C de ça. Alors, il est générationnel, il y a du young et du old. Il est aussi region-based. Pareil, on appelle ça des pages. Il utilise aussi une read barrière qu'on appelle loaded value barrière. On va expliquer en détail ce que c'est ça. Il y a toujours cette notion de self-healing. Donc il y aura toujours une coopération à certains moments, enfin en permanence en fait pour C4, des mutators threads, donc des threads applicatifs, et des GC threads. Alors l'algorithme en fait de C4, il a été publié en 2005 si je m'abuse, en considérant qu'il est poseless. C'est-à-dire que l'algorithme de base est poseless, c'est-à-dire que tel qu'il est décrit, l'algorithme est sans pause. Maintenant, l'implémentation dans la JVM hotspot requiert en fait des save points, en fait, des pauses en fait, à certains moments pour resynchroniser les threads. Par mon expérience, les pauses sont la plupart du temps en dessous de la milliseconde, quand il y en a. Alors, la LVB, la Loaded Value Barrier. Alors,
comme on a vu, Shenandoah, c'est des Brooks pointers. Là, sur C4, c'est des Baker-style barrières. Ce que c'est que on va bouger les objets, et pendant qu'on est en train de bouger les objets, on va stocker les adresses de forwarding, c'est-à-dire que quand on accède à un objet, sa nouvelle adresse, où est-ce qu'elle est, dans un objet, dans un tableau à part. Alors que Shenandoah, lui, stocke directement dans chaque objet, avec les Brooks pointers. Et surtout, on va appliquer en fait, cette barrière au chargement de la référence et non pas au déréférencement. D'accord ? Dans un Brooks pointer, on déréférençait chaque fois l'objet par le Brooks pointer. Là, en fait, on va charger la référence dès qu'on va accéder à même charger la référence dès qu'on va assigner par exemple une référence à une autre. Le fait de charger la référence va déclencher en fait la barrière. Alors, cette LVB, en fait, elle a des invariants qui fait qu'il va se déclencher ou pas. Le premier, c'est est-ce qu'on a marqué l'objet pendant le cycle courant. Donc, à chaque fois qu'on va accéder à l'objet, on va s'assurer qu'il est marqué. S'il n'est pas marqué, comme on accède à l'objet, c'est-à-dire qu'il est vivant par une référence, on va le marquer. Et s'assurer qu'il n'a pas été, si besoin est, rebougé, relocated, en fait, il n'a pas été évacué, par exemple, dans une autre région. Si ce n'est pas le cas, donc si ces invariants sont cassés, on va déclencher un self-healing, toujours pareil, donc on va fixer ça, on va marquer l'objet s'il n'est pas marqué, ou bien on va le bouger s'il a besoin d'être bougé, si on est dans un cycle GC et que celui-là a été éligible pour être bougé, et modifier la référence. Donc, par contre, ça veut dire que cette barrière est vérifiée à chaque chargement de référence. Donc là, pareil, c'est pas anodin. Mais on bénéficie de certaines optimisations du JIT qui dit, voilà, dans une méthode, on a chargé une référence une fois, on l'a mis en gros dans un registre, et après on cache cette valeur déjà vérifiée pour le reste de la méthode. Donc ça permet de ne pas faire, si on fait plusieurs références comme ça à l'objet, le JIT en fait va être capable de l'optimiser en disant j'en fais qu'une au début, et toutes les autres vont découler de ça. On va stocker des informations directement dans les références des objets. Dans les adresses directement. Donc ce qu'on appelle les colored pointers. Donc en fait, quand vous avez une référence, c'est une adresse en fait vers un objet. Et comme on est en 64 bits, on a en fait plein de bits qui servent à rien, parce qu'on n'est pas capable d'adresser actuellement l'espace virtuel qui est disponible sur 64 bits. Donc on va utiliser certains bits qui sont vers la fin pour stocker des informations supplémentaires. Ça en fait, on les a directement dans la référence des objets. Donc il y a le not mark through bit, le NMT. Donc ça veut dire est-ce que l'objet qui a cette référence-là a été marqué ou pas. Et le numéro de génération, si c'est un young ou old. Donc à chaque fois qu'on va accéder à l'objet, et qu'en fait on est dans un cycle donné, on va vérifier que le bit est bien positionné comme il faut et que l'objet est bien marqué. Et donc accéder à cette LVB, en fait, donc c'est un état global. On a deux choix. Soit on utilise le thread local, donc c'est ce qui était la première version qu'ils avaient. On est à peu près sûr qu'on a un cache hit du niveau 1. Soit on le met dans un registre spécifique, donc on dédie un registre spécifique avec l'état global de mon GC, et on va checker en fait la LVB contre ce registre. Donc en pratique, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on va juste tester deux registres. Si ce n'est pas le cas, on saute et là, on fait la modification, on fait le self-healing. Sinon, on charge l'objet directement dans le registre. Alors, en pratique, moi j'avais testé les deux versions. C'est-à-dire qu'une version thread local, où là, il faut déréférencer, même si c'est un accès L1 qui est plutôt rapide, faire ça à chaque fois qu'on accède à un objet, ça peut être coûteux. Moi, dans mes tests, ça a donné un overhead de 30% sur les latences qu'on avait sur l'application, en plus. Dans la version registre, on était descendu à 8%. Pour la partie relocation, donc quand on a besoin en fait, d'accéder à un objet qui a été bougé, on est en train de bouger, l'implémentation x86 se base sur quelque chose qui a été rajouté en fait par les vendeurs de processeurs, donc Intel et AMD, donc c'est le EPT Extended Page Table ou l'AMD le Nested Page Table. Ça a été rajouté en fait pour la partie virtualisation.
pour aller accéder, en fait, pour faire la translation d'adresse entre le guest et le host, au niveau adressage virtuel. Et donc ils ont utilisé en fait ce mécanisme-là, pas pour faire du virtualisé, mais en fait pour ajouter un handler qui va se déclencher quand on va accéder à un objet et la mémoire a été protégée. Donc ça permet de dire, oh, on accède à un objet qui a été déplacé, parce qu'on a protégé cette mémoire-là. Donc on met un handler comme un page fault, en fait, si vous voulez, et on va corriger ça à ce moment-là parce qu'on a été déclenché automatiquement par ce handler. Donc ça me permet ici de repasser sur un petit rappel sur la partie virtual memory, physical memory, parce que du coup, C4 joue beaucoup là-dessus, sur ce différentiel en fait, sur virtual memory et physical memory, surtout qu'on est en 64 bits. Tous les algos que je vous ai présentés sont 64 bits. C'était difficile d'implémenter ça sur le 32 bits avant, vous allez voir pourquoi. Donc la virtual memory, donc c'est un espace virtuel d'adressage 64 bits, là donc on a de 0 à 2 puissance 64 bits. Alors que la physical memory, c'est ce que vous avez directement dans la RAM physique, ça peut être beaucoup plus faible. Donc là, je crois que j'ai pris 64 GB de puissance 37. Donc il y a vraiment un écart phénoménal d'espace d'adressage entre le virtuel et le physique. Donc quand on alloue en physical memory, on va avoir un mapping qui va se faire avec la virtual memory. Donc on va avoir une adresse en virtual memory qui va correspondre à une adresse différente dans la version physique. En général, on a un mapping 1-1, comme ça. Donc on peut avoir un autre objet, un autre espace, une autre page mémoire physique mappée par un autre objet en mémoire ici en virtuel. Mais ce qui est possible de faire aussi, c'est d'avoir une autre adresse, une autre page en virtual memory qui pointe sur la même adresse physique. Donc vous avez deux régions différentes qui pointent en fait sur la même mémoire physique. En commençant à jouer avec ça, on peut arriver à des choses intéressantes. Aussi, vous pouvez avoir quelque chose qui est alloué virtuellement, mais qui n'est pas backé directement par de la mémoire physique. Là, quand vous accédez à cette partie-là, il y aura un page fault qui va se déclencher, et par exemple, aller chercher la mémoire sur le disque. C'est comme ça que j'ai géré le swap. D'accord ? Les phases de C4. Alors, petit tour général sur les phases de C4. Elles sont toutes parallèles et concurrentes. Il n'y a pas, alors ça c'est une notion importante, il n'y a pas de rush à finir une phase plutôt qu'une autre. On n'est pas en rush, on n'a pas de pression parce qu'on n'est pas en stop the world, on n'a pas de pression là-dessus, donc on n'a pas à faire que ça soit le plus court possible pour diminuer la pause. On va libérer la mémoire physique très rapidement, on va le voir pourquoi. Quand on aura fait dès qu'on aura évacué les objets, on pourra tout de suite libérer la mémoire physique, et après on va jouer avec. Donc cette mémoire physique libérée va pouvoir être réutilisée pour faire les allocations derrière. Parce que aussi derrière, on va pouvoir jouer avec ça, parce qu'on a plein d'espaces d'adressage dans le virtual. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec les adresses virtual, pointer sur le même espace physique, mais avoir plein d'adresses différentes. On va le voir en détail ça. Donc le marquer tous les objets, ça c'est pas un problème. C'est juste pour la nomenclature. Relocation, donc c'est le fait de bouger les objets pour réaliser les pages. Et le remap, en fait, c'est le fix-up des références, c'est-à-dire mettre à jour les références pour pointer sur les nouveaux objets qui ont été bougés. Particularité, c'est que pendant cette phase de remap, pour mettre à jour les références de tous les objets, il faut parcourir tout le graphe d'objets. Et c'est ce qu'on fait aussi dans la phase de marking, parcourir tout le graphe d'objets. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ça dans le même. Donc voilà les trois phases qu'on a sur un cycle C4, mark, relocate, remap. Et en fait, la phase de remap, pendant qu'on est en train de mettre à jour les références, on va aussi marquer les objets vivants. Donc c'est la phase de marque du cycle suivant, qui se fait en même temps que le remap. Ce qui permet de condenser un peu. Et il fait ça en permanence. Alors, la mark phase, contrairement au SATB, c'est du incremental update. Et on va voir comment on résout le problème. Donc, ce n'est pas la même façon de faire pour résoudre le problème de concurrent marking. On n'aura pas une vraie barrière pour ça. On va utiliser autre chose. Donc, du coup, elle est simple passe. On passe une fois et hop, tout est bon. On n'a pas de final remark et de marque de pause en plus pour essayer de rattraper le problème qu'on avait au niveau du concurrent marking, comme on a vu sur Shenandoah. Là, le self-healing va jouer le rôle pour récupérer les sauts. Donc, quand on va marquer un objet, en fait, quand on va accéder à un objet, comme on l'a vu, la LVB va se déclencher et va marquer l'objet s'il n'est pas marqué. Donc, du coup, c'est ça qui va permettre de
quand une application un thread d'applicatif va accéder à l'objet, il n'est pas marqué, paf, je le marque. Donc c'est ça le self-healing, donc ça permet de récupérer le cycle. Explication plus en détail. Comme on a vu la problématique précédemment, on est en plein milieu de marking et là on est en train de modifier le code qui fait que le C va plus être référencé. Donc là, ici, on charge une référence d'objet et donc là, ici, la LVB va se déclencher. La LVB se déclenche. Est-ce que cet objet-là est marqué? Le C? Non, eh ben on le marque. Il passe en gris. Et donc du coup, on récupère le problème. Donc plutôt d'injecter, enfin, il y aura une injection de read barrière ici, mais SATB, c'était ici que ça se passait. À l'assignation, en fait, on a ajouté une barrière. Donc c'est les deux différences. Et donc là, ça se passe bien. Autre particularité sur la marque phase, pour scanner les routes, ils essaient de diminuer le temps de pause aussi au plus possible. Il y a de la pause, mais elle est un peu optimisée. Quand les threads en fait, sont arrêtés sur, par exemple, un thread est en train de lire sur une socket. Donc là, on passe à travers la partie native et on est en attente de la socket. Donc le thread, il est arrêté, il ne fait rien. Là, ils sont dans une position spéciale. Ils sont à un safe point, comme on dit. Donc en fait, pour marquer les routes qui sont dans ce thread-là, ça va être les GC threads qui vont aller scanner ces threads-là. Pour ceux qui sont en train d'être exécutés, eux, on va en fait arrêter chaque thread individuellement pour aller scanner sa propre stack. Alors que sur les algos classiques, on arrête tous les threads et on a un GC thread qui va passer sur tous les autres threads et tous les stacks. Donc du coup, c'est moins handicapant pour l'application. Après, scanner l'objet graph, ça se fait en parallèle, comme chez n'importe quel parallèle collector. Pour les objets nouvellement alloués pendant le cycle GC, là, en fait, on a des pages spéciales. Dès qu'on entre dans un cycle de GC, toutes les nouvelles allocations se font dans une nouvelle page, et cette page-là n'est pas considérée pour le GC. Comme ça, pas de problème. Donc pour chaque page, comme j'avais expliqué, on va faire des statistiques sur chaque région pour savoir si c'est vivante ou non, et savoir sélectionner celle qui va être libérée. Donc on va sélectionner toujours les pages qui ont le plus de dead objects, celles qui ont le plus de garbage first. Ça c'est le même principe que pour Shenandoah et J1. Là, on va avoir une particularité, c'est que quand on va sélectionner ces pages qu'on veut essayer d'évacuer les objets pour libérer, on va les mettre en memory protection, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit d'accéder à ces objets à partir du moment où on dit bon, maintenant cette région-là est sélectionnée pour être réclamée, plus personne n'a le droit d'accès. On coupe les accès, on fait un memory protection, et donc si quelqu'un, un thread applicatif, veut accéder à cette région-là, paf, il y a un handler qui est appelé pour essayer de réparer le problème, pour que la thread applicatif puisse quand même accéder à l'objet d'une manière ou d'une autre. On va bouger les objets dans une nouvelle page, et on va construire donc une table avec les adresses de forwarding, les adresses en fait, les nouvelles adresses des objets qu'on a évacués, qu'on va installer à côté. La partie self-healing, c'est que comme c'est protégé, la LVB va se déclencher aussi par le fait du handler. Donc il y a ce qu'on appelle un trap. Et en fait, le thread applicatif, quand il va accéder, il va lui-même copier l'objet vers la nouvelle location et utiliser le forwarding pointer pour accéder au nouvel objet. J'ai fait un schéma pour ça. Donc là, j'ai fait distinction virtuelle physique, mais pour l'instant, c'est une version 1.1. Ça, c'est les pages en fait, qu'on veut évacuer. On va évacuer une. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par allouer une nouvelle page virtuelle pour récupérer les objets qui sont vivants qu'on va évacuer. Donc c'est la destination. Pareil en physique. On va protéger en mémoire la région qu'on va évacuer. Donc on n'a plus le droit d'accéder réellement à ces objets-là. On va copier physiquement les objets survivants dans la nouvelle page. Donc ça va se refléter en virtuel aussi. On va installer les forwarding tables, donc pour savoir où ont été évacués les objets, et quand on va accéder à les objets qui étaient là, où est-ce qu'on va les trouver dans la nouvelle version. On va libérer la mémoire physique ici, parce qu'on a copié, plus besoin.
on ne peut plus y accéder parce que c'est protégé. Donc on va pouvoir libérer cette mémoire physique. Là, on va pouvoir réallouer au niveau virtuel une nouvelle page et pointer, backer en fait cette nouvelle page sur la mémoire physique qu'on vient de libérer. Alors qu'on n'a pas fini encore d'évacuer les objets. Tous les objets. Enfin, en tout cas, si on les a finis d'évacuer, pardon, mais les threads applicatifs ont toujours référence toujours des objets qui sont à cette adresse-là, dans cette page-là. Mais si on y accède, paf, ils sont interceptés, forwarding table, et ils accèdent à celui-là. Donc on a tout notre temps pour aller fixer les références vers cette page-là, pour enfin les libérer après coup. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va pouvoir allouer une nouvelle page mémoire, la pointer sur l'ancienne, alors que celle-là, elle n'est plus backée par quoi que ce soit, au niveau physique. D'accord ? Ce qui fait que dans le cas extrême, si on est limite mémoire, il nous suffit d'une seule page physique mémoire en plus pour pouvoir déclencher le cycle GC et pouvoir récupérer de la mémoire. D'accord ? Là, c'est vraiment différent de Shenandoah. Hein. On joue beaucoup avec le virtuel et les physiques là-dessus. Pas de questions ? C'est une partie un peu compliquée. Ça va ? D'accord. Je suis un peu long. Hein. Alors, du coup, en commentaire là-dessus, le fait qu'on veut essayer d'évacuer des régions ou des pages où il y a peu d'objets, il y a aussi peu de chances qu'on se prenne un accès en fait, sur la mémoire protégée. Donc on a peu de chances que ça arrive et qu'on ait besoin que le thread applicatif doive évacuer lui-même ou en fait passe un surcoût à passer par la forwarding table pour accéder à l'objet. Une fois que l'objet est copié, on peut tout de suite libérer la mémoire physique, ce qu'on appelle le quick release en fait, dans cette version-là. Et on peut tout de suite la remapper pour des nouvelles allocations. Donc les pages évacuées sont toujours mappées en mémoire virtuelle, mais protégées, pour aider au niveau de la remap. Oui, une chose aussi, c'est qu'à chaque fois en fait, qu'on accède à un objet qui est dans la mémoire protégée, et qu'on du coup on accède à l'autre, en même temps on fixe la référence pour que chaque nouvelle référence ne passe pas par la forwarding table. D'accord ? C'est-à-dire qu'on s'est payé le coût de passer par la forwarding table une fois, on ne va pas se le payer deux fois. Donc du coup il fixe la référence pour qu'au deuxième coup, ça fasse directement sur un nouvel objet. C'est aussi ce self-healing process toujours pareil en tête, que à chaque fois, dès qu'il y a un problème, on a essayé de corriger le problème, et après, il n'y a plus de soucis. Tout est corrigé. Donc on ne peut pas libérer en fait bien sûr la page virtuelle qu'on a protégée tant qu'on n'a pas mis à jour toutes les références. Donc il faut attendre la fin de la phase de remap pour pouvoir libérer la page virtuelle, pas physique, mais virtuelle. Alors ça n'a pas de problème de faire ça, de jouer avec cet adressage virtuel, parce qu'il est énorme l'adressage virtuel. On n'est pas capable de tout l'utiliser. Donc on peut jouer avec ça et dire, ok, je peux avoir plusieurs pages virtuelles qui peuvent pointer sur la mémoire physique ou pas, et on a de l'espace. Donc la remap phase, c'est le fait de modifier les références vers les nouvelles locations des objets qui ont été évacués. Ça se fait en traversant le graphe et en exécutant la LVB directement sur chacun des objets. Pareil, si l'application tombe dessus, on va fixer avec les informations de forwarding. Et comme on traverse le graphe à nouveau, on fait la même chose pour le marking. Alors, je vais passer cette partie-là pour aller un peu plus vite, parce que là, on n'a pas fini. La générationnelle aussi. Alors, à Criteo, on a aussi mis en place le C4 avec la JVM Zing. Dans quel cas ? Parce que ça a été. Donc, on a un cluster Hadoop assez gros. L'architecture Hadoop fait qu'on a besoin d'avoir un name-node central qui va donner les méta-informations en fait, des fichiers où ils sont répartis sur le cluster. Donc, c'est une partie centrale, un peu un bottleneck. Notre cluster est tellement gros que la JVM heap qu'on alloue pour ce name-node, c'est de 580 Go. Ça commence à être un peu costaud. Donc au départ, on était sur J1,
En gros, on avait que ça au départ. Mais le problème, c'est que J1 on tombait en fait dans des cas de full GC parce que mémoire fragmentée, et il y avait tellement de modifications en fait dans les fichiers, dans les métadatas que on tapait souvent des full GC. Et donc là, full GC sur 580 Go, c'est pas des secondes, hein, c'est des minutes. Donc là, ça a nous planté notre cluster. Donc on a installé C4, enfin la JVM Zing de Azul, depuis octobre 2017 en prod, et bah, du coup, on n'a plus de problème. Plus du tout. On ne se pose même plus la question. Dernier algo, alors ça va être rapide. Hein. ZGC. Donc ZGC, donc lui, il est créé par Oracle et il est open source aussi maintenant dans Oracle. Il supporte que Linux pour l'instant. C4 aussi ne supportait que Linux en 64 bits. Il n'est pas générationnel actuellement. Pareil, ils ont fait l'impasse sur le générationnel dans un premier temps. Toujours pareil, region-based, ZPage. Okay. Il y a du concurrent parking, il y a du concurrent compaction, pareil, mais il y a aussi du concurrent ref processing. Donc ref processing, c'est des références spéciales de type weak, soft, phantom, finalizer. Donc ça, pendant le GC, il y a besoin de traiter aussi ces références spéciales. L'habitude, ça se fait sous Stop the World. Là, ça se fait en concurrente. Shenandoah le fait sous Stop the World. C4 le fait lui aussi en concurrence, et ZGC aussi. Il utilise les color pointers et une read-load barrière. Donc là, par contre, sa load barrière, ça ressemble à ça. Donc là, il y a, on charge depuis le thread local en fait un registre en déréférençant l'adresse ici, et après on va le tester cette registre-là contre le chargement de la référence. Donc là, c'est en fait la même façon de faire que faisait en C4 avant de passer au registre. Donc du coup, il y a un surcoût un peu plus parce qu'il y a au moins un accès mémoire en plus. Il y a toujours cette notion de self-healing. Voilà. Je vais aller très vite là-dessus. À partir du JDK 11, il est expérimental. Vous pouvez l'utiliser, mais bon, c'est un expérimental hein, en faisant ça. Voilà, unlock experimental vmotion et use ZGC. Alors, ça va être vite fait pour ZGC parce que, alors, CliffClick, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a fait le JIT sur la hotspot. Et après, il est allé chez Azul pour faire le JIT de la JVM Azul. Donc, il sait de quoi il parle. Et en fait, quand il a eu ZGC, il s'est dit « Ah, mais c'est exactement la même chose que donc, GPGC, ça veut dire Generational Poseless GC, en fait, c'est le C4, fait par Oracle. » Et effectivement, quand on regarde les détails de ZGC, c'est très, très, très similaire à C4. Vraiment les mêmes concepts. Donc, c'est pour ça que je vais aller très vite sur ZGC, parce que tout ce que je ne vous explique pas sur ZGC, c'est que c'est la même chose que C4. À tel point qu'on se pose des questions sur les problèmes de brevet. Mais bon. Est-ce qu'il y a un brevet sur C4 Donc les phases de ZGC, il y a une initial marking, the state of the world, concurrent mark remap. Donc là, ils ont aussi mis ensemble la partie marking et la partie remap de mettre à jour les références. Donc là, ils ont fait comme C4, ils ont foldé ça. Il y a un final mark pour rattraper tout ça. Le prepare for relocation, en fait, là, c'est la sélection des régions et c'est aussi le concurrent ref processing qui se fait à ce moment-là. On start relocate, on fait une pause aussi. Et on relocate, on bouge les objets et on fixe les références au-dessus en rebouclant, en fait, ici, dans le remap. Alors, ils utilisent les color pointers. Donc, comme on l'a vu pour C4, ils vont stocker des métadatas dans les adresses de référence. Alors, eux, ils se limitent à 4 Tera. Donc, ils utilisent que 42 bits en fait pour l'addressing. Et en plus, ils utilisent 4 bits en fait pour les métadatas. Donc, 4 niveaux, 4 marques 0, marque 1, remap et finalizable. Donc, ils ont fait un joli dessin comme ça qui nous explique en fait que les adresses des objets sont faites sur 42 bits ici. Ensuite, ils utilisent 4 bits de métadata, et lui, il est à 0, enfin tout le reste est à 0. Donc vous voyez, il y a encore de la place. Hein. Et on se limite à 4 Tera. Donc si on voudrait aller plus loin, il faudrait quand même redécaler un petit peu les adressages, mais ça peut aller vite. Hein. Donc c'est là où on stocke en fait des états qui sont non superposables. Donc on est soit en marked, soit mark 0, soit mark 1, soit remap, soit finalizable. Et ils utilisent une technique spécifique qui est le multimapping. Alors, on va utiliser, en fait, quand on déréférence un pointeur, mais qu'il y a des informations supplémentaires,
il faut pouvoir pointer quand même sur l'objet malgré les informations supplémentaires qu'on a mis. C'est quand même une adresse. Donc comment on fait pour déréférencer? Donc soit on rajoute du code en disant je déréférence en faisant un masque pour enlever les métadatas et après je peux suivre cette adresse. Donc ça peut être fait directement par le hardware. Donc il y a sur certains hardware, ça peut être directement supporté nativement, donc ça c'est super. Et quand ça n'est pas par le x86, par exemple, il va falloir rajouter des instructions supplémentaires pour ça. Ce qui peut être coûteux. Donc l'avantage de ce multimapping, c'est qu'en fait, cette vue-là, il n'y a toujours qu'un seul bit qui est activé à la fois, donc, dans tous les cas. Comme on a plein d'adressages virtuels, on va faire un truc spécial qui est que, hop, je vais faire directement, en fonction de l'adressage, en fait, les trois bits en fait, pour un objet ou une région vont pointer en fait, sur la même adresse physique. Donc, quel que soit l'état où on est, on va taper au même endroit. Donc, on n'a plus besoin en fait, de faire un masque pour enlever ces métadatas. Si on inclut ces métadatas dans le déréférencement, par le jeu de l'adressage virtuel, on est capable quand même d'accéder à la mémoire. D'accord? Cool. Parce qu'en général, ça c'est un peu compliqué à comprendre. Au niveau des pages d'allocation, là, ils font des petits trucs aussi un petit peu différents. Les pages sont des multiples de 2 mégas, donc plutôt que des 4K qu'on a d'habitude, plutôt comme des huge tables. Ils découpent ensuite en fonction des objets, la taille des objets qu'on alloue. S'ils sont en dessous de 256K, ils vont aller dans les pages small, donc un groupe différent. Si c'est au-dessus et inférieur à 4 mégas, ils vont dans des pages spéciales dédiées de 32 mégas. Et au-delà des 4 mégas, on considère que c'est un large. Il y a des pages dédiées qui sont directement à la taille de l'objet qu'on veut, donc si on a des gros buffers. Et ensuite, on va expliquer juste après, mais voilà. Donc les objets larges, en fait, derrière, ils ne vont pas être bougés. C'est-à-dire qu'ils sont tellement coûteux en fait, à bouger qu'ils vont rester là. Donc ils sont dans des pages dédiées et ils restent là. Du coup, je fais un petit différence entre C4 et ZGC. Donc là où il y a des différences, il n'y en a pas beaucoup. Pour le remapping, donc, C4 utilise la memory protection avec un handler, un trap. ZGC utilise lui un masque sur les call pointer. Le multimapping donc. Ouais, en fait non, il utilise un masque en fait à chaque fois en fait qu'il va accéder à une référence pour voir si elle est la bougée de référence ou pas. Il fait le masque pour savoir où est-ce qu'elle est. Pour le unmasking des adresses, alors C4 utilise un kernel module dans Linux pour gérer ça avec un aliasing. Z utilise le multimapping ou le support hardware. Au niveau des relocations, C4 il utilise des pages fixes en fait pour matcher l'OS size, pour faire la memory protection. La relocation se fait par remapping, donc jeu encore physical virtuel. ZGC, les pages sont dynamiques jusqu'à 100 mégas et il ne fait pas de relocation lui, pour les gros objets. Donc pour choisir, si vous l'utilisez sous Windows, il n'y a que Shenandoah disponible. Si vous voulez un truc qui est mature, C4 ou Shenandoah, ZGC c'est encore un peu léger. Pour minimiser les temps de pause, utilisez C4 ou ZGC parce qu'ils ont des choses autres pour le concurrent Thread Processing, mais il y a aussi concurrent Deflation. Enfin, il y a des choses qui sont faites en dehors que du GC sur ces JVM pour diminuer le temps de pause. Et si vous ne voulez pas payer, prenez Shenandoah ou Z. Voilà. Ouais. Après, Z il est dans OpenJDK, donc tu peux l'utiliser sans payer à Oracle. Voilà. Après, je vous utiliserai des références pour ça. Voilà, c'est un petit peu long, désolé. J'espère que ça